bien d'écouter, sans prendre trop de votre temps, peut-être vous préciser un petit peu l'objet de ma visite. En tant que nouveau préfet de région Occitanie, je me suis attaché depuis la prise de fonction, évidemment, à prendre la tâche de tous les services et opérateurs de l'État, de rencontrer les acteurs de la Haute-Garonne, les directions régionales, enfin, tous les interlocuteurs de l'État, mais je me suis attaché aussi, ça va sans dire, à me rendre dans chacun des départements de la région, afin d'y rencontrer les principaux élus et les grands représentants du secteur économique. Donc j'ai ainsi je rencontre traditionnellement le maire de la ville chef-lieu et des villes les plus importantes, le président du conseil départemental, les parlementaires, députés, sénateurs, le président de l'association des maires, et les 3 présidents de chambres de commerce, chambres des métiers, chambres d'agriculture, enfin les 3 chambres consulaires. C'est un peu selon ce schéma, n'est-ce pas, que je découvre chacun des départements de la région Occitanie. Et donc j'ai passé aujourd'hui toute une journée de travail avec le préfet, ce qui m'a permis donc de rencontrer le président du conseil départemental, de rencontrer le maire de la ville de Lourdes. Le maire de la ville de Tarbes n'était pas présent aujourd'hui, mais j'ai rencontré donc un de ses adjoints. J'ai rencontré évidemment les sénatrices et les députés. Voilà, et également la présidente de l'association des maires, puisqu'elle se trouve être sénatrice. Voilà. Et puis les échanges avec les 3 présidents de chambre consulaire ont été aussi intéressants. Alors, pour moi, ces visites de prise de contact dans les départements sont très importantes parce qu'il se trouve que je ne connais pas la région Occitanie. Pour me présenter à vous succinctement, je dirais que je suis un homme du Sud, je suis originaire des Alpes-Maritimes, j'ai effectué de nombreux postes de sous-préfet et de préfet en métropole et outre-mer, mais je n'ai jamais eu d'affectation dans un des départements d'Occitanie. Et je n'avais pas eu l'occasion non plus, en tant que touriste, de visiter un de ces départements, par une journée à Nîmes il y a bien longtemps, et plus récemment, à l'occasion d'une réunion de travail dans cette maison. Ce qui m'amène à rappeler que j'ai quand même eu 2 affectations dans le Sud-Ouest, mais ça n'était pas en Occitanie. J'ai été, il y a une petite vingtaine d'années, sous-préfet de l'arrondissement de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, et je suis repassé dans ce département des Pyrénées-Atlantiques, où j'ai été, en tant que préfet, de 2013 à 2016. Et 2013 à 2016. Attendez, je vérifie mes dates, oui, c'est ça. C'est 2013 à 2016. Je suis parti ensuite préfet de la Seine-Saint-Denis et préfet de région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Et en fait, voilà, je viens de la région Normandie. Et donc j'avais eu l'occasion de me rendre dans cette maison pour une réunion de travail avec ma collègue et certains élus concernant la réforme de l'intercommunalité consécutive à la loi NOTRe. Donc c'est dire que
part ce contact, je n'ai pas une connaissance fine de votre département, et cette journée a été, enfin, pour moi, extrêmement enrichissante. Alors, il va sans dire qu'en tant que préfet de région, j'ai des relations très régulières avec Jean Salomon. Nous nous téléphonons, nous nous voyons en réunion. J'ai également eu l'occasion de lire nombre de rapports, de fiches, de documents divers concernant le département des Pyrénées. Mais je crois évidemment extrêmement important de connaître les acteurs du territoire, et ces échanges avec des élus locaux, des élus nationaux et des socioprofessionnels que sont nos 3 présidents de chambre consulaire, permettent un peu de parachever, si je puis dire, la connaissance d'un département qui, par ailleurs, a des atouts tout à fait intéressants. Bon, voilà, très grand trait, ce que je peux vous dire sur l'objet de ma visite, donc une visite de prise de contact. Et évidemment, nous avons pu évoquer un certain nombre de dossiers, de sujets de préoccupation que les acteurs de terrain ont souhaité porter à ma connaissance. Pour beaucoup, je connaissais grâce au travail de Jean Salomon. Voilà, on a ainsi pu évoquer les sujets d'environnement, notamment les sujets de prédation, la problématique du loup, la problématique de l'ours, les préoccupations du monde agricole avec la sécheresse que nous connaissons, et donc les tensions qui pèsent sur la ressource en eau. L'été qui s'annonce sera sévère, nous le savons, risque d'être sévère, se doit d'être très vigilant. Je remercie à cet égard le préfet d'organiser prochainement, enfin, une initiative départementale, un conseil national de la refondation sur le thème de l'eau. L'idée de faire partager tous les acteurs du territoire ce qu'est cette problématique eau, les différents usagers, pour ne pas s'opposer, il n'y a pas d'opposition entre les usages de l'eau, agricole, industriel, eau potable, que sais-je. Donc l'eau a été un thème. Des sujets industriels aussi étaient abordés, sujets industriels, sujets d'emploi, avec les problématiques que l'on connaît spécialement dans un département qui a une dominante rurale importante, le vieillissement, les reprises d'exploitation, mais aussi de commerce et d'industrie, les difficultés de recrutement, sont autant de sujets qui ont été exposés. Et puis enfin, les grandes thématiques d'investissement que nous avons pu évoquer. Là, j'ai rappelé que je recevrai prochainement mon mandat de négociation sur le volet infrastructure du contrat de plan État-région. Vous savez que le contrat de plan 21-27 a été signé, le contrat de plan Occitanie a été signé, mais que n'était pas encore signé, était différé plus exactement, le volet infrastructure, ferroviaire, routière, etc., faisant l'objet d'un avenant. Donc ce volet infrastructure du contrat de plan 2023-2027 est en cours de stabilisation. Je vais donc recevoir un mandat qui m'attribuera des crédits et je devrais commencer à nouer des discussions avec la région d'abord, mais aussi avec les grandes collectivités qui souhaiteraient venir en appui pour ces grandes dépenses structurantes.
J'ai rappelé aux élus qui l'ont bien entendu que la Première ministre a souhaité que ce contrat de plan ait une dimension ferroviaire importante. Donc ça veut dire qu'il y aura, c'est un choix politique fort qui est fait en faveur du fer, ce qui veut dire que les crédits routiers seront nécessairement plus contraints, plus exigeants, mais j'ai rappelé aussi que je serai attentif à ce que ce qu'on appelle les protocoles Castex, hein, c'est-à-dire ces accords qui avaient porté sur certaines infrastructures routières, puissent être pris en considération, puisque l'État s'était en quelque sorte déjà engagé, donc faire en sorte que la parole de l'État soit honorée. Donc ça, c'est un peu la ligne stratégique que j'ai pu expliquer, voilà. Mais sans être encore en capacité, ce serait prématuré, de prendre des engagements fermes, puisqu'il me faut recevoir ce mandat de négociation. C'est désormais imminent et j'aurai l'occasion, évidemment, de communiquer le moment venu spécialement sur ce volet. Voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé des acteurs, alors, en termes d'impression, j'ai trouvé des acteurs très mobilisés et je dirais même assez solidaires. Ça m'a assez frappé lorsque nous rencontrions les 3 présidents de chambres consulaires, agriculture, métier, commerce et industrie. Bon, peut-être parce qu'ils sont confrontés finalement à des problématiques similaires quand on parle de vieillissement des chefs d'entreprise ou des chefs d'exploitation, quand on parle difficulté de recrutement, même quand on parle sujet qui nous concerne tous. Voilà, donc j'ai trouvé des représentants du monde économique plutôt voilà, volontaires, constructifs, pas du tout dans le renoncement ou l'accablement face aux difficultés du moment. Voilà. Et je dirais une impression un peu similaire s'agissant des élus locaux. Je pense à monsieur l'adjoint au maire de Tarbes, à monsieur le maire de Lourdes, qui a pu évoquer le bon déroulement du plan même chose aussi avec les parlementaires qui relayaient les sujets d'actualité dont nous avons pu parler, et puis bien sûr avec le conseil départemental avec lequel moi, je m'en réjouis, la relation le préfet de département et le président, et puis plus largement le président et sa relation avec l'État sont de bonne qualité, dans le respect des compétences de chacun, bien entendu, mais voilà, avec ce souci d'être bien mobilisé pour le développement et le soutien du territoire. Voilà, donc un département qui, si j'ose ce raccourci, offre une belle image. Je ne sais pas si vous avez... Dans vos échanges avec les différents élus, les différents socioprofessionnels, est-ce qu'il y a un sujet ou un projet qui ressort en particulier du lot en fait? Alors, avec les socioprofessionnels, les deux sujets sur lesquels, je parle sous ton contrôle, hein, sur lesquels, qui les préoccupent grandement, c'est le sujet de l'eau, et ça n'est pas une surprise, puisque, étant par ailleurs préfet de bassin, coordonne l'action du bassin à Lourdes-Garonne, donc 26 départements, je dirais, je n'ose ce mauvais mot en disant que je suis immergé dans ce dossier, donc merci de ne pas le noter. Voilà, je comprends très bien, si vous voulez, que ce sujet de l'eau préoccupe. Je rappelais que sur certaines réserves des Pyrénées, certaines retenues des Pyrénées,
elles étaient, à la fin du mois de mars de l'année dernière, elles n'étaient remplies qu'à 80% avec les difficultés que vous avez rencontrées l'été dernier. Cette année, à la même époque, elles étaient remplies, donc fin mars, elles n'étaient remplies qu'à environ 40%. Alors, pour une fois, pas toutes, hein, pas toutes, certaines s'en sortent mieux que d'autres, etc. Il a plu tout le mois de mai. Hein. Pardon? Il a plu tout le mois de mai. Là. Ah, oui, alors sauf que ce qui a pas aux bons endroits. Ce qui a plu au mois de mai, ce qu'on m'explique, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais ce qu'on m'explique les techniciens, c'est que c'est trop tard. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la végétation qui est là, c'est la végétation qui en profite. Je simplifie beaucoup. Voilà. Bon, je ne dis pas que c'est inutile non plus, il y a quand même. Hein, mais voilà, donc il faut s'attendre. Ceux qui avaient semé, ça fait pousser. Voilà. Ceux qu'il faut, enfin, il faut quand même s'attendre à un été objectivement très difficile. Voilà. D'où la nécessité d'être très civique. Voilà, et ça part du citoyen. On prendra la douche plutôt que le bain. Les collectivités sont attentifs à l'usage de l'eau. Les industriels sont aussi, ils font attention. Je sais que la profession agricole est aussi très responsable et très impliquée sur ce sujet. Je recevais d'ailleurs à Toulouse hier encore des responsables syndicaux régionaux qui souhaitaient me faire part de cette difficulté. Et puis l'autre sujet chez les socio-professionnels qui j'ai trouvé très, très prégnant dans leurs propos, ce sont les difficultés de recrutement. Voilà. Alors ce qui passe par certains côtés est positif, si j'ose dire. Il y a par là que cela signifie qu'ils ont des carnets de commandes, qu'ils ont de l'activité, qu'il y a des fondamentaux plutôt sains, mais ils se heurtent à cette difficulté technique du recrutement, c'est-à-dire de trouver des jeunes ou des moins jeunes, qualifiés, plus ou moins qualifiés, ou en tout cas à qualifier, et prêts à travailler. Et là, c'est une difficulté qui m'a été exposée tant par la Chambre de commerce que la Chambre des métiers, que par la Chambre d'agriculture, y compris pour les salariés agricoles. Donc le sujet est vraiment très commun aux 3 chambres consulaires. Est-ce que vous en parlez des infrastructures routières aussi? Oui, bien sûr. Oui, oui, absolument. Ils m'ont parlé de tout cela et donc je leur ai fait une réponse, je dirais, à la fois franche et prudente, à savoir, d'une part, que la ligne stratégique au plan national est clairement fixée par le gouvernement et assumée de la prééminence du ferroviaire, d'une part, bon, et d'autre part, de l'attention du représentant régional du gouvernement que je suis à ce que les engagements de l'État qui ont pu être, je dirais, précontractualisés, je fais allusion au protocole Castex, puissent être honorés, et ce que vous me citez, mais je parle sous le contrôle de Jean Salomon, était protocolisé. Parce qu'ici on l'appelle l'Arlésienne. Oui, mais il n'y a pas qu'ici, vous savez, des projets routiers dont on parle depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, j'en avais en Normandie aussi. Hein, voilà. Ce qui me paraît intéressant dans votre cas, c'est qu'il y ait déjà eu cette forme de pré-protocolisation, de pré-contractualisation par le protocole Castex. Et donc, moi, je veux vraiment faire en sorte que ces engagements puissent être tenus. Parce que c'est vraiment le morceau Tarbes-Lourdes. Lourdes, c'est quand même une ville connue mondialement. Beaucoup de touristes pèlerins viennent par la route. Et c'est le seul morceau qui n'est pas fait.
c'est quand même surprenant. Soyez encore patiente quelques semaines, vous aurez des annonces précises sur le sujet. Sur l'ours et le loup, est-ce que vous avez été interpellé aussi? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur l'ours, mais vous connaissez le sujet, parce que c'est une espèce qui a été réintroduite, bon, et qui est au surplus une espèce protégée, mais là c'est un choix politique qui a été effectué en son temps, et en tout cas s'agissant des représentants de l'État et des services de l'État, nous avons la mission de veiller à la bonne application des textes de protection. Sur le loup, là c'est une espèce sauvage qui est venue d'elle-même, et vous savez que depuis plusieurs années, par le Mercantour, le loup est, donc par l'Italie, le Mercantour, le loup a progressivement remonté la rive gauche du Rhône, puis a traversé le Rhône, et on le voit maintenant. Lorsque j'étais préfet de la Drôme, j'ai été confronté à ce sujet du loup, avec des bergers, des professionnels qui étaient, qui supportaient des centaines de bêtes tuées chaque année. C'était pour eux quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Des professionnels d'ailleurs qui, les interlocuteurs nous disaient que l'état d'esprit était un peu le même ici, qui ne demandaient pas à être indemnisés. Leur sujet n'était pas l'indemnisation, c'était nous voulons faire un métier que nous aimons. Nous voulons pouvoir travailler dans nos vallées. Voilà. Et moi, j'ai pu constater, je l'ai vécu en Drôme, ce qu'était le désarroi de ces élèves. Bon, je n'ai pu que rappeler à nos parlementaires que les préfets appliquent la loi et ne la font pas, que le loup est une espèce protégée avec un appareillage juridique puissant, depuis des textes internationaux tels la Convention de Berne, jusqu'à des déclinaisons nationales avec le Code de l'environnement, et que nous ne pouvions évidemment que nous inscrire dans ce cadre-là. Alors sachant qu'il y a parallèlement un travail d'accompagnement très soutenu de la profession, sous l'autorité du préfet du département, avec une implication particulière du sous-préfet d'Argelès, à la fois pour épauler les bergers, et puis l'épauler à la fois par les indemnisations, les financements d'équipements, de protection, le sujet des patous, etc., mais aussi essayer d'être à leur écoute, puisque c'est quelque chose qui, pour eux, humainement, est très lourd à porter. Voilà, donc il y a ce travail qui se fait, mais ça ne pourra pas donner lieu à des prélèvements massifs, pour être très clair sur ce sujet, des prélèvements massifs de loup. Ce serait malhonnête que de dire le contraire. Et encore une fois, ça n'est pas question de volonté préfectorale, c'est l'application de textes internationaux, de textes nationaux, qui font qu'il s'agit d'une espèce protégée. Nos anciens ont tué le dernier loup, je crois, en 1923, enfin ce serait à vérifier. Aujourd'hui, nous avons d'autres visions qui ont une justification. Quand on évoque le changement climatique, la dégradation générale de l'environnement, les équilibres écologiques qui doivent être respectés et restaurés.
Donc il faut aussi comprendre cette dimension. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, notre rôle est d'appliquer la loi et d'essayer de le faire en dialogue, en appui, en accompagnement des professionnels qui sont en difficulté. Au niveau de l'eau, à part les mesures là, pour cet été, faire des économies, etc., pour ne pas gaspiller l'eau, à plus long terme, est-ce qu'il va falloir penser à créer de nouveaux équipements? Alors sur l'eau, si vous voulez, il y a deux pas de temps différents. À court terme, il y a, je dirais, un peu la gestion de crise, c'est-à-dire la manière de passer les 4 mois qui viennent. Hein, c'est-à-dire comment on va vivre cet été qui risque d'être très difficile. Bon. C'est les mesures c'est à la fois l'esprit de responsabilité, de solidarité, de civisme que nous attendions de nos concitoyens. Au passage, pas faire des comparaisons qui ne seraient pas tout à fait à propos, mais enfin, je rappelle que l'hiver dernier, en matière d'électricité, nous devions avoir des délestages, et parce que nous avons su être civiques, être solidaires, nous avons évité les délestages. Bon. Alors, encore une fois, la comparaison va paraître audacieuse, mais je dirais simplement en termes d'état d'esprit, on reste sur ce terrain-là, essayons de garder cet état d'esprit solidaire, responsable, etc., pour avoir un rapport à l'eau le plus économe possible. Bon, enfin, ça c'est, je dirais, la gestion de crise. Alors, sur un pas de temps plus long, il y a plusieurs axes de travail. Premièrement, un axe réglementaire où les autorisations uniques de prélèvement qui arrivent à expiration seront renouvelées à l'automne, et elles le seront sur des volumes qui seront un peu moins élevés que ceux qui étaient pratiqués jusqu'alors, des volumes qui soient conformes aux SDAG, volumes connus depuis 2020, hein, donc il n'y a rien de nouveau là-dessus. En tout cas, c'est sur cette base que seront pris les arrêtés. Et puis, d'autre part, il y aura des investissements assez significatifs de l'Agence de l'eau sur toute une série de dispositifs, des interconnexions de réseau, des curages, des envasements de retenues collinaires ou de petites retenues. Il y a d'ailleurs un appel à projet qui a été lancé par l'Agence de l'eau, et puis sans s'interdire la réalisation de nouvelles retenues. Évidemment, ce ne sont pas on ne va pas refaire certains sons, mais il peut être nécessaire de refaire des retenues. C'est ce qu'on appelle des bassines. Non, c'est pas des bassines, c'est différent. Non, c'est Une réserve. Oui, c'est des réserves. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourra être envisagé. Après, évidemment, étude des besoins, les différentes études et impacts environnementaux. Enfin voilà, c'est pour le coup faire un travail très fin et de qualité. Mais la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est le fait de disposer de porteurs de projets. C'est l'échange que j'avais avec les représentants régionaux de la profession agricole que je recevais hier à Toulouse. Ça n'est pas tant l'idée le fait d'identifier, si vous voulez, des projets, c'est le fait de disposer derrière d'un maître d'ouvrage. Donc l'État peut être en appui pour accompagner sur le terrain réglementaire, sur les différentes procédures à mener, peut être en appui pour apporter des financements. Il y a des financements de l'Agence de l'eau, il y a des financements budgétaires, mais ça n'est pas l'État qui peut faire ça. Donc il faut qu'il y ait des maîtres d'ouvrage pour porter ces projets. Mais voyez,
la position de l'État est donc très, très large. Hein. C'est du réglementaire, mais c'est aussi des investissements, et des investissements sur toute la gamme, depuis le désenvasage de toutes petites entités jusqu'à la réalisation de réserves plus importantes, si nous avons des porteurs de projets. Et puis j'ajoute que EDF aussi a engagé un travail d'optimisation de ces retenues pour voir dans quelle mesure certaines pourraient être rehaussées, ou en tout cas avoir des capacités renforcées. Pour les investissements, la CACG pourrait être la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Moi, je ne me prononce pas sur qui pourrait faire. Hein. J'indique simplement ce que peut faire l'État. Je vais avoir à l'échelon régional de nouveaux échanges avec les professionnels, notamment la profession agricole, qui est d'ailleurs ouverte à des retenues multi-usages, hein, qui n'est pas que pour l'agriculture. Mais voilà, on aura besoin, au-delà de connaître les projets, les idées, les localisations, que se dégagent des maîtres d'ouvrage. Sur le département, au niveau finance, il y a une organisation qui peut le faire, ça, ou c'est trop cher? Alors, il y a des sujets de compétences. Il faut qu'on regarde la compétence juridique, et c'est un peu complexe pour les départements qui ne sont pas forcément directement compétents pour ce type de travaux. Mais il y a d'autres acteurs, des syndicats, des ententes. Ça dépendra surtout de la solution qui est retenue. Enfin, d'abord, il n'y a pas de sujet de bassine dans le département. Le vrai mot, c'est réserve de substitution. Mais il n'y a pas de sujet puisque c'est une problématique en pleine, etc. Nous, l'analyse aujourd'hui, c'est de se dire comment on renforce cette image des Hautes-Pyrénées comme le château d'eau des Pyrénées. C'est-à-dire comment on renforce notre capacité à conserver une ressource qui arrive, hein, du ciel, qui nous tombe dessus, dans la continuité de ce qui a été fait sous Napoléon III, puis au milieu du XXe siècle. Il y a eu des choses très ambitieuses qui contribuent aussi à la beauté de ce département, avec une optimisation de la ressource qui ne sert pas que à être turbinée pour faire l'électricité, qui sert aussi pour de l'activité de loisirs, pour du développement de faune, de flore. Donc c'est de se dire, en fonction des usages à concilier, de l'endroit où on peut mettre la ressource qui nous intéresse, parce que avoir une retenue, là, un système d'augmentation de notre ressource en eau à un endroit où c'est très compliqué d'aller chercher, il n'y a pas d'intérêt non plus. Donc l'idée, c'est de regarder ça, et une fois qu'on saura à peu près où on veut aller, et ça se fera par étapes, à ce moment-là, on verra en fonction de l'endroit où c'est, quel est le porteur identifié, le plus adapté, parce que ça peut être, on peut imaginer à un moment donné, comme ça, que ça peut être un des grands hydroélectriciens, si c'est de la rehausse de barrage, on ne va pas tourner pendant 3 heures pour trouver qui doit rehausser le barrage. Si par contre c'est dans un endroit, dans un parc, le parc national des Pyrénées, s'il y a des réflexions, voilà, on regardera qui doit, qui peut, voilà. Alors, je rebondis sur ce que évoqué le département. Je dis ça parce que on peut avoir le problème dans d'autres départements. On est dans une logique de bassin. Donc, on ne travaille pas que pour un département. Et l'eau, elle n'est pas que pour le département X. Vous voyez. Donc, si par exemple un département amont a une très belle base de loisirs avec plein de touristes, là, mais qu'en aval, il y a des problèmes d'eau, et je pense notamment à l'eau potable. On n'hésitera pas à baisser la base de loisirs au profit de l'aval. Donc à la fois ce travail d'investissement va se faire, mais ensuite la gestion de l'eau, elle se fait dans une logique de bassin. Et donc pour la région Occitanie, je le rappelle, on relève de 2 bassins, et donc de 2 agences de bassin. Le bassin Adour-Garonne, dont relève, qui comporte 26 départements, c'est-à-dire schématiquement l'ancienne Midi-Pyrénées,
la Nouvelle-Aquitaine et quelques départements. Le siège est à Tarbes, hein, de la Dour-Garonne. non. C'est la CACG, le siège est à Tarbes. L'agence de l'eau est à Toulouse. Voilà. Et les départements côtiers, enfin en gros l'ex-Languedoc-Roussillon, relèvent du bassin Rhône-Méditerranée et de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée. Donc nous c'est clair, ici c'est à Dour-Garonne. Et donc j'ai pris un arrêté d'orientation de bassin, qui est, je dirais, un arrêté cadre, qui fixe un petit peu la manière d'organiser la réglementation de l'eau, qui permet ensuite à des préfets de sous-bassins, des sous-bassins, du Tarn, de l'Adour, de prendre des arrêtés organisant le fonctionnement du sous-bassin et, si nécessaire, permettant au préfet de département de prendre des mesures de restriction. Donc cet arrêté cadre, si vous voulez, d'organisation a été pris. Il tient compte d'ailleurs du retour d'expérience de l'été dernier. Et les préfets de sous-bassin devront avoir